Bonjour à tous, bienvenue à Math Review. Je m'appelle Yaya Souma. Nous avons maintenant tous les ingrédients pour écrire un programme. Dans cette leçon, nous allons pouvoir écrire notre premier programme. Si vous êtes nouveau à mes cours, je vous recommande de commencer par les premières leçons de cette série de cours sur la programmation en C++, car cela vous permettrait de mieux comprendre cette leçon. Dans cette leçon, nous allons discuter des entrées et sorties standards de C++. Entrée standard veut dire entrer une information dans l'ordinateur à l'aide du clavier. Et la sortie standard veut dire afficher une information à l'écran. Cependant, ces entrées standards et sorties standards peuvent être réorientées vers des fichiers. Dans ce cas, les données ne seront pas lues à l'aide du clavier, mais plutôt à partir d'un fichier. Et les sorties ne seront pas affichées à l'écran, mais plutôt seront écrites dans un fichier. On utilise le flow cout pour les sorties standards et le flow cin pour les entrées standards. Pour vous rappeler de ces noms, vous pouvez vous référer à cout, out pour sortie, et cin, in pour entrée. Les flows cout et cin sont des variables qui sont déclarées respectivement dans outstream et istream. Tous ces deux sont regroupés dans une seule entête appelée iostream. Donc, au lieu d'utiliser individuellement outstream ou istream, on utilise tout simplement outstream. Nous verrons les entêtes dans une autre leçon. Pour pouvoir utiliser les flows cout et cin, il faut obligatoirement inclure dans le programme l'entête istream ou bien outstream ou bien outstream, suivant qu'on a besoin de cin ou de cout ou des deux. Pour inclure une entête, la syntaxe est comme suit. Signe carré, include, qui veut dire inclure, signe d'infériorité, le nom de l'entête, signe de supériorité. Remarquez qu'il n'y a pas de point-virgule à la fin. Alors ne mettez jamais de point-virgule à la fin d'une inclusion. L'inclusion d'une entête doit se faire en haut du programme sur une seule ligne, ne contenant pas d'autres insertions d'entête. C'est-à-dire, chaque inclusion doit occuper une ligne entière. Il ne doit pas avoir d'autres choses sur la ligne d'inclusion. L'inclusion de l'entête iostream sera alors comme cela. Le compilateur va insérer tout le contenu de l'entête à la place de son insertion lors de l'exécution du programme et enlève tout après l'exécution du programme. Dans l'entête outstream est aussi défini le flow nr, qui a pour rôle de terminer une ligne et envoyer l'insertion du curseur sur une nouvelle ligne. Aussi, il permet en même temps de flasher le buffer. Flasher le buffer, c'est-à-dire effacer le buffer. Le buffer est une partie du mémoire que l'ordinateur utilise temporairement pour pouvoir accéder rapidement aux données. Les noms des variables de l'entête outstream appartiennent à l'espace de nom de la bibliothèque standard de C++, abrégé en std, standard. Pour éviter un conflit de noms entre les espaces de noms de différentes bibliothèques, on doit indiquer à C++ qu'un nom appartient à la bibliothèque standard en précédant le nom de std : Ainsi, on aura std : cout, std : cin, std : nline, partout dans le programme. Depuis sa création, le C++ a subi beaucoup de mises à jour. Ainsi, on peut éviter de précéder ces noms par le std : en utilisant l'instruction de using pour chaque nom.
Voici ces instructions. Remarquez les points-virgules. Le using est placé en haut du programme après la ligne d'inclusion de outstream. Avec ces lignes de using, on n'aura plus besoin de précéder les cout et autres par les std : On écrit tout simplement ces noms comme cela sans le std : De nos jours, on peut utiliser un seul using pour regrouper tous ces using. Il s'agit de using namespace std, point virgule. Cela demande à l'ordinateur d'utiliser tous les noms de l'espace de nom de la bibliothèque standard. Affichage à l'écran. L'ordinateur affiche le contenu du flow cout. Donc, si on veut que l'ordinateur affiche une information à l'écran, alors il faudrait mettre cette information dans le flow cout. Pour mettre une information dans le flow cout, on utilise cet opérateur d'insertion. La syntaxe est cout, insertion, information. Si l'information est un message, on met le message entre les griffes. L'ordinateur va afficher exactement le message comme il est écrit entre les griffes. L'affichage commence au point où se trouve l'insertion du curseur. Après l'affichage, l'insertion du curseur reste à la fin de l'affichage. Donc, peu importe qu'on écrive plusieurs instructions de cout sur une même ligne ou sur plusieurs lignes, les affichages vont se suivre sur une même ligne, les uns après les autres. Voilà pourquoi on utilise le endline pour terminer la ligne courante et envoyer le curseur sur une nouvelle ligne. Comme il s'agit de formater l'affichage, le endline s'utilise en conjonction du cout, comme ça. Donc, en mettant cela entre les affichages, chaque affichage suivant cela commence sur une nouvelle ligne. Par exemple, ces instructions donnent un affichage semblable. L'information peut être aussi une variable ou une expression. Dans ce cas, l'ordinateur affiche le contenu de la variable ou le résultat de l'expression. Exemple, int a pra 10. Cout insertion a, point virgule, affiche 10, le contenu de a à l'écran. Cout insertion 2 fois a moins 1 affiche le résultat de cette expression qui est 19. Lecture du clavier. L'ordinateur lit le clavier à travers le cin. Le programme doit prendre l'information que l'ordinateur stocke dans le cin. Pour prendre le contenu de cin, on utilise l'opérateur d'extraction. La syntaxe est comme suit. Cin, extraction vers la variable. Notez que la valeur extraite doit être stockée dans une variable. Comme on l'a vu dans la leçon 2, cette variable doit être conforme au type de la variable prévue pour le recevoir. Quand l'ordinateur rencontre le cin, il stoppe l'exécution du programme et attend que l'utilisateur entre une donnée au clavier. Il va lire caractère par caractère jusqu'à l'appui sur la touche Entrée, confirmant la fin de la saisie. Le cin ne lit pas l'espace vide. S'il y a un espace vide dans l'information entrée, le cin lit seulement tous les caractères avant l'espace vide. Dès que la lecture est terminée, l'ordinateur continue l'exécution du programme en affectant la valeur lue dans la variable prévue. S'il y a des informations non lues, celles-ci vont rester dans une zone tampon de la mémoire et restent disponibles pour une nouvelle lecture. Lors d'une prochaine lecture, la lecture commencera sur les données déjà disponibles dans le tampon, ainsi de suite. Il faut informer l'utilisateur sur l'action qu'il doit entreprendre. Voilà pourquoi on affiche un message à l'aide de cout pour informer l'utilisateur que l'ordinateur attend quelque chose de sa part. Par exemple,
cout, insertion, entrer un nombre entier. On laisse un espace avant de fermer les griffes. Sinon, après affichage de ce message, le curseur restera collé à ce dernier caractère R. Donc, le nombre tapé par l'utilisateur sera aussi collé à ce R. Voilà, pour mesure d'esthétique, il faut tout prévoir dans les griffes. Avec ce message, l'utilisateur saura que l'ordinateur a besoin d'un nombre entier. Ce nombre sera stocké dans la variable num qui est de type int. On peut regrouper plusieurs instructions de cout en une seule instruction de cout pour gagner un peu d'espace dans le programme. Par exemple, ces cout peuvent être regroupés en un seul cout comme cela. Remarquez que les données sont séparées par des signes d'insertion et non par des virgules ou des points-virgules. On peut aussi regrouper plusieurs instructions de cin en une seule instruction de cin. Par exemple, ces cin peuvent être regroupés en un seul cin, comme cela. Remarquez que les variables sont séparées par des signes d'extraction et non pas par des virgules ou des points-virgules. Considérons un programme qui demande un nombre et affiche le double de ce nombre. Ce programme va utiliser le flow d'entrée pour lire un nombre. Il va utiliser le flow de sortie pour afficher le double de ce nombre. Donc, le programme doit obligatoirement inclure l'entête des flows d'entrée et de sortie. Nous allons utiliser tous les noms de l'espace de la bibliothèque. Nous n'avons pas encore parlé de fonctions, mais sachez que tous les programmes en C++ doivent contenir une fonction appelée main. C'est dans cette fonction qu'on doit écrire nos instructions. Pour le moment, concentrons-nous sur les instructions. La fonction main commence par cette ligne. Nos instructions doivent être entre ces accolades. Le programme doit d'abord demander à l'utilisateur d'entrer une valeur. Ensuite, le curseur va sur une nouvelle ligne. Tout autre affichage commencera sur cette nouvelle ligne. Ensuite, il doit lire la valeur que ce dernier va taper sur le clavier. L'utilisateur doit appuyer sur la touche Entrée pour confirmer son choix. Dès que cela est fait, le compilateur va stocker cette donnée dans une variable. Voilà pourquoi nous devons déclarer une variable qui doit contenir cette donnée. Nous allons déclarer cette variable appelée NBR comme de type double, parce que l'utilisateur pourrait utiliser un entier tout comme un décimal. Maintenant qu'on a la réponse de l'utilisateur, on doit afficher son double. Ici, 2 fois NBR n'est pas entre griffes. Donc l'ordinateur va lire le contenu de NBR, le multiplier par 2, ensuite il va substituer ce calcul par son résultat. Si on avait mis ce calcul entre griffes, l'ordinateur ne fera aucun calcul. Il affiche toujours tout ce qui est entre ces griffes, sans modification. Maintenant qu'on a affiché le résultat, il faut terminer la fonction main par return 0, point virgule, et fermer l'accolade qui avait été ouverte au début de la fonction main. Le C++ propose des caractères d'échappement pour manipuler les sorties. Nous avons vu que tout ce qui est entre les griffes sera affiché exactement comme il apparaît dans les griffes. Ces caractères d'échappement échappent à cette règle. Voici les plus utilisés. // renversé n. Ce caractère renvoie sur une nouvelle ligne tout ce qui suit la lettre n. Exemple, cette expression va donner un affichage comme suit. Quand le compilateur rencontre la // renversée dans les griffes, cela lui dit qu'il doit traiter le caractère suivant comme un caractère d'échappement. Ici, n veut dire nouvelle ligne. Nous avons aussi // renversé t. Ce caractère crée une tabulation à l'endroit où il est inséré.
L'espace de tabulation dépendra de la valeur de réglage de tabulation de l'ordinateur. Cette expression va donner un affichage comme suit. Il y a aussi barre oblique renversée apostrophe ou encore double barre oblique renversée. Ces caractères permettent d'afficher respectivement l'apostrophe et la barre oblique renversée. Et enfin, il y a la barre oblique renversée 0. Ce caractère marque la fin d'une chaîne de caractères. Nous verrons les chaînes de caractères dans les leçons à venir. Il faut être bien organisé en programmation, surtout être bien lisible. Lisible pour vous-même et lisible pour d'autres programmeurs qui pourront vous venir en aide pour examiner vos codes en cas de blocage. Voilà pourquoi il serait d'une aide précieuse de mettre les commentaires sur certains passages du programme. En C++, pour mettre un commentaire dans le programme, on doit précéder le texte par double barre oblique, comme celui-ci. Si le texte doit occuper plus d'une ligne, dans ce cas, on peut mettre les barres obliques devant chaque ligne, ou bien on peut utiliser la méthode empruntée à C, en mettant l'ensemble des lignes du texte entre barre oblique star qui marque le début et star barre oblique qui marque la fin du commentaire, comme ceci. Attention, les deux stars sont entre les barres obliques. Oublier de mettre star barre oblique pour fermer barre star est une erreur de syntaxe. Le compilateur traite comme commentaire tout ce qui suit la double barre oblique jusqu'à la fin de ligne, ou tout ce qui est entre ces deux. Sur la même ligne, tout ce qui est avant les deux barres n'est pas considéré comme commentaire, mais tout ce qui suit les deux barres sera considéré comme commentaire, quelle que soit sa longueur. Le même principe s'applique pour les commentaires de plus d'une ligne. Les commentaires n'ont aucun effet sur l'exécution du programme. Le compilateur les ignore complètement. Quand il rencontre la double barre oblique, il va ignorer tout ce qui suit jusqu'à la fin de la ligne. De même, quand il rencontre la barre oblique star, il va ignorer toutes les lignes qui suivent jusqu'à la rencontre de star barre oblique, qui marque la fin du commentaire. L'exemple du programme précédent ressemblerait à quelque chose comme ça, avec les commentaires. Vous voyez que cette version est beaucoup facile à lire que la version précédente. Pour ne pas être excessif, je vais m'arrêter ici. Répétez la vidéo autant que possible pour bien assimiler le message. Faites des pauses pour prendre note. Reproduisez l'exemple comme on l'a vu. Essayez d'ajouter vos propres messages. Vous devez être capable de reproduire ces lignes de code sans l'aide d'un document. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me donner un like en guise d'encouragement. Aussi, partagez le lien avec vos amis pour leur donner l'opportunité d'apprendre la programmation. N'oubliez pas de souscrire à ma chaîne pour être informé des nouvelles vidéos. J'espère que vous avez aimé. À bientôt pour d'autres vidéos. Bye.